Grosse discussion autour de joueurs des Sixers de Philadelphie qu'Antoine a la chance de pouvoir voir de près très très régulièrement. On va se poser la question de leur compatibilité. James Harden, un joueur qu'on a connu du côté d'OKC il y a quelques années, ensuite ses belles années du côté de Houston pour atterrir ensuite du côté des Nets de Brooklyn et donc échangé en milieu de saison dernière, même début de saison dernière pour arriver du côté des Sixers pour faire un duo avec Joel Embiid, un duo qu'on nommait peut-être comme un peu celui que pouvait composer Shaq avec le regretté Kobe il y a quelques saisons. On va se faire un petit peu le bilan un peu de leur association, voir pourquoi ça marche pas, puisque pour l'instant il n'y a pas de titre ensemble. Et est-ce qu'il y a une perspective heureuse avec ces deux sur le terrain à la fin de cette saison. Présentons déjà Joel Embiid pour ceux qui le découvrent, international français peut-être, on ne sait pas, mais joueur camerounais de 28 ans, poste 5, 2m13, 127 kg, donc gros bébé, drafté en 2014 en 3e position. 7e saison NBA déjà pour Joel Embiid et voilà les stats vous les voyez, c'est 26 points en carrière, les stats 26 points, 11 rebonds et quasiment 3,5 passes pour un intérieur, c'est plutôt bien. Et allons sur James Harden tout de suite pour représenter donc le joueur que vous connaissez peut-être un peu plus, 33 ans, poste 1-2, 1m96, 99 kg, drafté en 2009, 3e, 14e saison pour James Harden et quasiment 25 points, 6 rebonds et quasiment 7 passes en carrière. Donc c'est très très solide. Les deux joueurs évoluent ensemble. On va se poser une question tout de suite très simple. Fred, les deux sont-ils compatibles? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les deux ont besoin du ballon. On a un big man avec Embiid et normalement les big men, ils ont besoin qu'on leur envoie le ballon pour jouer. Sauf que Embiid c'est un 3.0 du big man. Donc lui c'est le go-to guy pour moi de cette équipe. Et il va vouloir le ballon, il va vouloir créer, il va vouloir faire son propre shoot. Sauf que James Harden, il veut exactement la même chose avec beaucoup de ballons dans les mains. Moi, il me fait penser à Luka Doncic. Enfin, Luka Doncic me fait penser à James Harden, qui est difficile à entourer. Parce que c'est un mec qui joue très bien quand il a le ballon, quand il dribble beaucoup et quand il joue pour lui et pour les autres. Parce qu'il est quand même très très fort. J'ai l'impression que les deux ne peuvent pas cohabiter vu que les deux veulent le ballon en fait. Alors sur l'impression, on te suit, on va demander à Antoine qui les voit régulièrement, les deux joueurs depuis quelques mois. Est-ce que la compatibilité entre les deux est évidente selon toi? Non, et puis j'ai l'impression qu'en fait c'est quelque chose qu'on a déjà traité l'an dernier en fait quand Harden a commencé aux Sixers. À un moment, on savait qu'il fallait qu'il y ait plus de pick and roll, que donc les deux s'y mettent, etc. Et ça manque un petit peu, quoi. Ils n'ont pas développé assez ça, ils sont restés tous les deux finalement plutôt sur leur jeu. Et ça pose des soucis. Là, les Sixers ont encore pris des défaites qui ne devraient pas être là. Il y a eu les Rockets, alors qu'ils avaient déjà perdu 2 fois contre des équipes... c'était pas honteux, mais bon, voilà, quoi. Perdre contre les Rockets, c'était un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et effectivement, c'est ce que disait Fred, quoi. Au bout d'un moment, tu as 2 joueurs qui veulent le ballon et ils sont capables de faire des choses avec. Mais ce qu'il faut développer, c'est la compatibilité, c'est-à-dire la capacité à ce qu'un seul des deux ait le ballon et fasse jouer l'autre, etc. Et là-dessus, on a un petit peu plus de soucis. Donc, moi, je suis assez déçu, en fait, de voir que ça travaille pas vraiment, quoi. Parce qu'à un moment, c'est ça, c'est que du travail. Et on a l'impression que c'est ça qui manque. On va poser la question, Melvin, je n'oublie pas, on va poser la question à Angelo, ancien joueur, bon Fred aussi il a été forcément. Est-ce que pour faire évoluer justement ces joueurs-là qui ont besoin du ballon, c'est plutôt un travail de coach ou est-ce que c'est aux joueurs de prendre conscience que pour gagner, il va falloir peut-être partager un peu plus ses responsabilités ou alors se mettre un peu plus en retrait? C'est les deux. C'est les deux. De toute manière, dans une équipe, tu ne peux pas dissocier les joueurs du coach et le coach des joueurs. Le moment où tu fais ça... Qui a le plus d'impact sur l'évolution en fait Alors pour moi... Pour moi, c'est les joueurs. Mais après, je ne sais pas ce que pense Antoine. Mais en NBA, c'est forcément les joueurs. C'est une ligue de joueurs. Une ligue de joueurs, bien sûr. Donc le problème, c'est quoi? C'est que tu as le coach qui réussit à semer une graine qui germe dans l'esprit de ces superstars qui ont le contrôle des équipes et du jeu en général en NBA pour pouvoir prendre le bon chemin. Et le bon chemin, Fred dit, James Harden, c'est difficile de l'entourer. En fait, c'est hyper simple de l'entourer, James Harden. Mais le problème, c'est que Joel Embiid n'est pas en capacité, ou en tout cas n'a pas la volonté de jouer tel que les intérieurs qui brillent aux côtés de James Harden jouent. C'est-à-dire des joueurs qui font du pick, du roll et qui vont au cercle. Est-ce que c'est pas un finisseur?
C'est pas qu'un finisseur du moins. Exactement. Enfin, si, c'est un finisseur aussi. Non, mais c'est pas qu'un finisseur. C'est aussi un mec qui veut jouer avec le ballon. Pardon, mais est-ce que c'est à Joel Embiid d'adapter Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, et on l'avait remarqué, on en avait parlé en préambule, en coulisses, quand on discutait un peu des thèmes qu'on allait aborder dans l'émission. Joel Embiid et James Harden, le problème, c'est pas que ce duo-là ne peut pas fonctionner ensemble ou qu'il n'est pas fort. C'est qu'un joueur brille l'un après l'autre. Ils ne brillent pas ensemble avec la même comment dire, philosophie, la même, voilà, c'est-à-dire que... Mais c'est pour ça que c'était intéressant ce qu'il disait. Les pick and roll, par exemple, ça pourrait être hyper intéressant parce qu'il est tellement fort, James Harden sur pick and roll pour après servir son pivot, sauf qu'il veut le ballon, Joel Embiid, il veut le ballon, il veut pas qu'on lui donne le ballon pour marquer. Et Fred, je pense que tu vas doubler, tu vas double down sur ce que je dis. Combien de fois on a vu Anthony Davis qui voulait, et on a parlé justement de pourquoi Anthony Davis est si performant dernièrement. Parce qu'il a enfin accepté le fait de jouer pivot et d'aller mettre son gros cul sous le cercle. Donc, il est indéfendable. Imaginez Embiid qui a un cul encore plus conséquent et encore plus de puissance sous le cercle que puisse l'avoir Anthony Davis. Quel genre de dégâts il serait capable de faire s'il avait vraiment décidé d'être ce joueur-là, dominant sous le cercle? Après, il fait des gros cartons. Non, il fait des énormes cartons, mais encore une fois, comme tu le dis, c'est pas un duo. C'est ça. C'est l'un après l'autre. On va mettre Melvin dans la discussion sur la notion de compatibilité et d'adaptabilité. Qui doit justement peut-être s'adapter au jeu de l'autre quand on parle de Joel Embiid, qui vient d'être élu d'ailleurs joueur de la semaine dans la conférence Est, avec des très gros cartons. Est-ce que c'est à lui de s'adapter ou à James Harden de se dire, OK, bon, j'ai un grand scoreur, je vais lui donner la balle là où il a besoin de l'avoir? Alors, pour moi, déjà, il y a deux choses. La première, c'est, à mon avis, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur ce duo-là, parce que la saison dernière, Harden n'était pas à 100%. Ils avaient un effectif qui était un peu bancal autour de Harden et de Embiid. Cette saison, Harden a joué que 12 matchs et ensemble, ils ont joué, il me semble, 7 ou 8 matchs. Donc pour moi, on n'a pas assez de recul pour pouvoir vraiment se prononcer sur le sujet. On a quelques chiffres, Melvin, je te coupe et tu reprends tout de suite. On a un chiffre de Joel Embiid, performant sans Harden ou pas. Donc il y a 9 matchs joués avec James Harden et 9 matchs joués sans James Harden. On voit en vert que les matchs joués sans James Harden font forcément augmenter les statistiques. Plus la balle dans les mains. Plus de ballons dans les mains. Il faudrait voir aussi le pourcentage de victoires par contre sur ce nombre de matchs joués sans James Harden, mais je crois que c'est pas si mal que ça. On t'écoute, Melvin. Oui, après, sur ta deuxième question sur qui doit s'adapter, oui. La réponse est claire, c'est James Harden, parce que Philadelphie, c'est l'équipe de Joel Embiid. Et Harden, je pense qu'il doit trouver un meilleur équilibre quand il joue le pick and roll. Alors, petite parenthèse, la saison dernière, le pick and roll Harden-Embiid, c'était le two-way game qui était le plus efficace en NBA. Malgré ça, on sent qu'il y a toujours un peu de difficulté à savoir quand Harden a un grand qui switch sur lui sur le pick and roll, il a envie de repartir dans la Harden de Houston avec 50 000 dribbles entre les jambes pour pouvoir prendre un step back. Quand tu as Embiid qui cile son joueur sous le cercle, tu dois lui filer le ballon. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc il faut qu'il trouve cet équilibre-là. Comme l'a dit Fred, ils veulent tous les deux avoir la balle. Donc la question devient, est-ce que Harden peut être vraiment un meneur plus, j'ai envie de dire, gestionnaire qui peut juste être le deuxième marqueur ou pas. Et je pense que ça va être une question d'état d'esprit. Je pense que Joel Embiid doit aussi avoir un autre état d'esprit parce que je pense qu'il est assez focus sur ses performances individuelles. Et je peux faire à nouveau le parallèle avec Tatum et Brown. Je pense qu'il a fallu que Tatum et Brown pensent d'abord au collectif et la façon dont ils peuvent jouer dans ce collectif pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Et je pense que pour Embiid, c'est la même chose et je pense qu'il n'en est pas encore là. Alors les deux sont réunis depuis peu, effectivement. Melvin, je te rejoins, patience pour ces deux joueurs. Harden revient d'une longue blessure. Là, il commence réellement sa saison depuis quelques jours. Par contre, la pression quand même sur la franchise des Sixers est importante. Et cette franchise a des objectifs, a des ambitions assez élevées, au moins finale de conf, si ce n'est plus. Est-ce qu'on n'est pas déjà un peu pressé de voir ce duo exceller et d'amener justement les Sixers tout en haut de la hiérarchie de la NBA? Mais en fait, le problème, c'est après Trust the Process, où on a vraiment pris notre temps du côté des Sixers pour essayer de monter un truc et tout ça, maintenant ils sont pressés, bien sûr. Ils ont besoin de gagner, ils ont besoin de prouver des choses. Donc Rivers a besoin de gagner des matchs. Est-ce que c'est la dernière saison, justement, où on peut faire confiance à ce duo déjà? Honnêtement, c'est difficile à dire comme ça, mais moi, je serais président de cette équipe.
je dirais on arrête les frais. Je tenterai autre chose. Encore une fois, au-delà de cette saison. Au-delà de cette saison, bien sûr. Moi, je finirai cette saison et je tenterai le coup. Parce qu'effectivement, on ne leur laisse pas le temps. Il faut développer, etc. pour voir s'il y a moyen de trouver une alchimie entre les deux. Sauf que si au-delà de cette saison, il n'y a pas d'alchimie qui est trouvée. Toi, tu casses le projet. Ah, c'est fini. Il y a un moment, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont plus le temps. Ils trust the process, c'est fini. Okay. Maintenant, c'est trust the victory. Ok, ça marche. Mais ils ont autant de responsabilités l'un que l'autre, hein, Harden et Embiid. Tu continues avec eux au-delà de cette saison si ça ne fait pas finale de conf. Alors, moi, je suis, de toute façon, avec mon Sply Bro, on est toujours très alignés, lui et moi, dans notre réflexion. Ce duo-là, tu ne peux pas vraiment savoir ce qu'il peut te donner tant que tu ne lui donnes pas le temps de démontrer par A plus B que ça peut marcher ou pas. C'est pas avec des brides par-ci par-là. Quand on parle de temps, c'est combien? Mais de temps, ça veut dire que les deux soient en bonne santé et que les deux soient sur. D'accord, mais au-delà de cette saison, tu continues avec eux. Si ça fonctionne pas. Si tu vois que ça s'est joué à des détails en play-off avec la construction d'équipe actuelle, tu peux te dire qu'avec de la même manière que Boston a évolué et passé un palier. Tu peux te dire que cette équipe-là, parce qu'ils ont le talent, hein, c'est de salopards. Il y a Melvin qui veut rentrer dans la discussion. Ils ont le talent. Hein. Melvin. Ouais, non, c'est vrai que la comparaison avec Boston, il faut qu'on se rappelle que l'année dernière, Boston, avant janvier, encore une fois, on se disait, il faut envoyer Brown quelque part d'autre parce que ça ne marche pas avec Tatum. Et 1 an après ou 6 mois après, ils sont en finale NBA et maintenant, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Moi, je vais être beaucoup plus terre à terre sur ta question de est-ce que c'est la dernière chance ou est-ce qu'il faut les séparer après cette saison. Pour moi, la réponse, c'est non, pour des raisons contractuelles. C'est-à-dire que James Harden a signé un contrat de 1 an plus 1 an avec, il a une player option la saison prochaine. Parce qu'il a signé ce type de contrat, il a un droit de veto sur tous les trades. Donc s'il n'est pas d'accord sur un trade, il peut dire « Je suis désolé, non, ça ne marche pas pour moi ». Il a aussi un contrat qui est au niveau de son montant extrêmement, comme on dit, cap-friendly. C'est-à-dire que avoir ce jour-là à ce prix-là dans la NBA d'aujourd'hui, c'est bénéfique pour les Sixers. Donc juste pour ça, pour moi, on n'aura pas de trade de James Harden avant la fin de la saison prochaine, sauf s'il y a vraiment un gros problème. Mais rien que pour ça, ça va être très compliqué. Je pense que pour Daryl Morey, avoir Harden à ce prix-là, c'est vraiment très bien. Moi, j'ai une question pour Antoine. Vas-y. Antoine, toi qui peux observer, nous on regarde les matchs sur NBA League Pass, mais toi qui peux observer, tu sais, de l'intérieur de la salle et autres, ou sur Beansport, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai pas Bean. Je reproche souvent à Joel Embiid son langage corporel et le fait qu'il ne montre pas forcément l'exemple tel qu'il devrait le faire en tant que leader. Il a ces moments d'abandon, tu sais, où tu vois que la frustration prend le dessus ou qu'il ne fait pas l'effort de vraiment ramener les fesses en défense. Il reste longtemps au sol, il met 1 heure à se relever. Tous ces trucs-là. Et comme je disais à Sylvain, je pense que les deux ont leur responsabilité. Ce qu'a mentionné Melo, que Harden doit s'adapter et dire « je suis le numéro 2 ». Il y a Batman, moi je suis Robin, mais j'ai toute mon importance dans la quête d'un titre. Mais que Batman soit aussi un bon leader en disant je vais faire tout ce qui est en mon possible pour gagner ce titre. Toi qui es au contact de cette équipe, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que dégage Joel Embiid? Est-ce qu'il te donne confiance dans sa capacité de le faire? Ou tu as quand même des gros doutes sur le fait que ces deux-là, humainement, psychologiquement, seront aptes à faire le nécessaire tel que Tatum et Brown ont réussi à trouver la solution? Vu la longueur d'Angelo, la réponse de la question d'Angelo, la réponse doit être rapide. Oui, merci beaucoup, c'est sympa. En plus, si tu rajoutes quelques secondes, Sylvain. Mais alors, le problème, je pense, de Joel, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est très, très, très centré sur lui-même. En fait, c'est le défaut de sa qualité, quoi. C'est que il a du mal, je pense, vraiment à intégrer justement tout l'aspect collectif, le fait comment James aussi et moi, on doit briller ensemble, etc. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il arrive vraiment à sentir. Donc, il est capable de très grosses pertes individuelles, de mettre l'équipe sur son dos, mais de briller collectivement, d'associer un duo, etc. C'est beaucoup plus compliqué pour lui. Donc là, c'est plus une histoire de maturité. On sait qu'il a eu un enfant l'an dernier, etc. Il y a peut-être un processus humain qui va un petit peu plus se mettre en place de son côté. Mais effectivement, c'est ce qui lui manque, c'est que là, il voit vraiment les choses pas plus loin que le bout de son nez un petit peu, quoi. Quel est le leader de cette franchise, hein? C'est peut-être aussi la question qu'on peut se poser. Alors bien sûr, Joel Embiid, gros contrat signé avant, mais dans l'expression un petit peu de celui qui peut amener l'équipe au succès, on peut peut-être se poser la question de qui peut vraiment porter le projet Sixers sur ses épaules, Harden ou Embiid. On ne va pas répondre maintenant, mais on va essayer de suivre bien sûr l'évolution de ces deux stars.